Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo pour parler des prospects que nous allons découvrir lors de la saison prochaine en NBA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Ja Morant de Moran State, un bon joueur qu'on va sûrement retrouver au deuxième choix de la draft. Comme depuis ces dernières vidéos, eh bien Erwan à ma droite, tranquillo, ça va? Très bien. T'es prêt pour parler d'un pétard fou? Ouais, j'ai un message de Aya Nakamura qui m'a appelé pour Ja Morant, son joueur préféré, parce que oh, Ja. Ah bah voilà, bravo Erwan, bravo. Bravo Erwan, on est content. On a bien fait de faire cette vidéo juste pour ça, et Antoine à ma gauche qui est content aussi d'être venu. Moi pour j'ai ça. pas de blague. Non, mais T'as pas une blague, t'inquiète, très dur de passer après ça en même temps. Donc, nous allons parler de Ja Morant, qui est un meneur de jeu ultra spectaculaire. Il y a plein de trucs à dire. Normalement, on devrait le retrouver au deuxième tour, au deuxième choix du premier tour de la prochaine draft, drafté par les Memphis Grizzlies. Sauf énorme surprise, même si petite opération là au genou, on va en parler dans quelques secondes. Allons sur le profil, chers amis. Le meneur de jeu, donc d'1m91, 79 kg, un meneur de jeu de Murray State. Alors, qu'est-ce que tu en penses globalement, mon cher Antoine? Il est taré. Il est taré. Ah ça, il est taré. Hein. Je pense que si vous l'avez pas vu, vous allez le kiffer dès le premier moment. Vous allez le voir. C'est un meneur explosif, quoi. C'est un meneur flashy, c'est un meneur spectaculaire, puisque il n'est pas que explosif. Il est pas que, il est pas que explosif. Il joue pas que pour sa gueule, même s'il joue quand même pas mal pour sa gueule. Américain. Il va très vite avec le ballon et il monte très haut, donc il claque des dunks de malade en transition et c'est un très bon passeur qui fait des passes bien flashy, donc Il a tout pour plaire en NBA. il a- Ouais, on l'a vu leader aussi pendant la March Madness notamment. On l'a vu leader. Alors le match où il fait le triple-double, je crois qu'il gagne, hein, c'est ça? Oui, le C'est le match gagne. d'après qu'il perd, où il fait encore un carton, mais il perd. Il avait fait une victoire contre Marquette, mais tu donc vois, 17 points, 11 rebonds, 16 passes. C'était le 8e joueur de l'histoire à faire un triple-double dans l'histoire du tournoi. Moi, j'ai trouvé que ce mec-là, pendant la March Madness, avec tout ce que tu décris, on retrouve par moment du Russell Westbrook, un peu dans la folie. Quand tu dis qu'il est taré un peu, certes, mais j'ai trouvé un mec leader. Avec des mecs qui le suivent. Et ça, c'est toujours intéressant à voir. Tu vois, quand il fait un triple-double, je pense qu'il s'est complètement adapté à la réalité du match. Et il est allé faire des passes, il a profité un petit peu des ouvertures qu'il a eues, mais il a surtout essayé d'impliquer tout le monde. Il a été leader, alors qu'avant, il avait fait un carton, et le match d'après, il fait un carton aussi. Donc voilà, c'est ça, moi, qui m'a... Quand je regarde un petit peu quelques highlights de lui et quelques articles sur lui, effectivement, ça rejoignait un petit peu ce que tu disais. Et sur la March Madness, j'étais un peu surpris de son leadership. Absolument. C'est un joueur qui est sophomore. Et sa saison freshman, lui aussi, un peu passé à l'as. Alors, toute petite toute petite fac, donc Murray State. Ouais. Mais sa première saison est passée un peu comme ça. Il a surtout beaucoup progressé l'été dernier, on a l'impression. Ouais, il a pas mal progressé et je pense que c'est un mec qui est... Il a une mentalité un peu comme Kobe, ça rejoint ce que tu disais sur la March Madness, parce que le mec a envie de gagner, quoi. Déjà, aller au March Madness avec l'équipe de Murray State, C'est un exploit juste comme ça. c'est chaud, hein. Ouais. C'est une équipe donc, de la conférence, c'est quoi? C'est Ohio Valley Conference. C'est Donc, voilà, Personne ne connaît, hein. Oui, on peut le dire. Hein. il n'y a pas grand monde. Moi, j'ai refusé d'y aller à l'époque. Il m'avait joué là-bas. Je crois que la plus grosse fac derrière Murray State, là, cette année, c'était Belmont, il me semble. Donc voilà. Oui, c'est clair. Fac à Bondo, hein. Belmondo. Putain. Copyright Polo. oui, Pardon, César, ce qui est à César, j'ai entendu. Ah ouais là. Faut qu'on te présente Romain d'envergure. Avec plaisir. Soirée copain, blague de merde. On prépare une émission blague de merde, donc t'inquiète. Mais en gros, il y avait un seul joueur un peu potable à ses côtés, quoi, Shaq Buchanan, qui est le poste 2 de Murray State. Et sinon, c'est tout, quoi. Et du coup, il se retrouve à faire 10 passes décisives de moyenne. C'est exceptionnel. C'est dans une équipe comme ça, déjà, c'est exceptionnel. Et en plus, c'est exceptionnel historiquement. Oui, Parce qu'en NCAA, c'est 40 minutes de jeu. Les horloges sont à 30 secondes, pas à 24, donc c'est beaucoup plus lent. Et je crois que dans l'histoire, il y a dû avoir 5 joueurs qui ont fait plus de 10 passes de moyenne. Sachant que Lonzo Ball, qui était dans une bonne équipe il y a 2 ans, n'était pas à 10 passes, et pourtant... C'est à 7,7. Ouais, 7, 8, ce qui était déjà énorme d'ailleurs à l'époque. Ah oui, c'était super bien. Et là, ça le place avec des Avery Johnson ou des mecs comme ça. Tu l'as dit un peu tout à l'heure, il a tout pour plaire à tout le monde. Donc on a dit athlète incroyable, on compare à Westbrook, allez voir les highlights, des tomards dans la gueule, des faces, des claquettes, des alley-oops, il a toute la panoplie, un handle incroyable, donc il y a moyen qu'il fasse tomber des gars et ainsi de suite, des passes flashy aussi, donc
tout ce qu'on aime. Il a vraiment tout de la superstar NBA de l'année prochaine, j'ai l'impression. Même s'il va aller à Memphis, qui est en général pas l'équipe la plus flashy de NBA. Mais en tout cas, lui, il le fera. Il y a quand même un énorme point d'interrogation défensivement. On en parlera on dans va 30 en secondes. parler tout à l'heure. Qualité, Donc on est sur, ouais, mais Memphis, donc ça va être marrant. Memphis qui donc il devrait prendre la place de Mike Conley qui devrait être tradé, on imagine. Hein, on n'imagine pas les deux cohabiter. C'est quand même même poste, mais deux salles, deux ambiances. Hein. Donc ça va être marrant aussi de le voir arriver là-dessus. Mais je pense que Memphis a peut-être besoin de ça aussi un petit peu pour même l'image de sa franchise, d'un mec dynamiteur, un mec qui va être dans les highlights. Et moi, je suis très curieux de découvrir en tout cas NBA. Est-ce qu'il a un bon shoot? C'est très correct. C'est très correct, c'est pas du tout cassé. Ça rentre pas forcément parce qu'il cherche tellement le play flashy que des fois il va être en déséquilibre. C'est pas super propre quoi. Il gagnerait à épurer un peu son jeu, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et le shoot aussi, mais c'est quand même, ça reste un très solide shooter. Bon, il avait des responsabilités de malade, hein, Murray State, donc Il forcément. a tous les ballons, forcément. Ouais. Mais il est très capable de shooter. Je connais pas ses pourcentages de mémoire, ça devait être autour de 35-36. Je veux dire en même temps. Mais c'est. Là, cette année, il est donc on a vu les stats, il est quand même à 16 tirs tentés, 49-9 global et 36% au tir à 3 points et 80% au lancer franc. Donc, il y a tout du meneur, shooter solide en NBA. Ouais, parce qu'il a pris plein de 3 points à la con, en step back ou des trucs comme ça. Donc voilà, il faut qu'il nettoie son jeu, mais le shoot il est là et il peut passer. Et il a un premier pas, je crois qu'il a le premier pas le plus fort de cette draft de loin. Il va casser des chevilles. Il a aussi une qualité de ouf, c'est de faire un premier pas. Il va mettre le mec à l'amende. Il revient. Il s'arrête. Ouais. Donc là, il peut pull-up. Il peut remettre un deuxième pas où il va remettre une accélération et défoncer l'aide qui peut arriver ou autre. Donc c'est impressionnant quoi. C'est un vrai joueur. Ça rappelle un peu Allen Iverson aussi dans ce côté saccadé. Tac, je m'arrête, c'est juste l'attente. Tu vois, je passe un mec, l'aide vient, je contrôle comme ça et je repars. Ça rappelle un petit peu Allen Iverson, qui était meneur en début de carrière. Hein. Oui, absolument, oui, clairement, qui arrive en tant que meneur en NBA. Par rapport justement aux autres meneurs numéro 1 de draft qu'on a vu ces dernières années, je voudrais un peu avoir ton avis, vos avis. On le compare donc à Kyrie Irving, à John Wall, à Derrick Rose. Est-ce qu'on a véritablement un mec de ce calibre-là avec Ja Morant? Bon, il faudra voir comment il va s'adapter quand même à la NBA parce que notamment John Wall, c'est sûr que non. Pour le coup, pour moi, c'est l'anti-John Wall. Tu vois, oui, mais je parle vraiment sur la. Tu vois, c'est des mecs qui sont multi-stars sur l'impact, pas sur l'impact. C'est pas les mettre du tout les mêmes joueurs. Ah oui, donc tout est écrit pour qu'il aille à Memphis et je pense qu'il arrive au meilleur des moments à Memphis. Donc oui, moi je pense que dès l'année prochaine, il peut avoir un impact et que les Grizzlies très vite peuvent gagner du temps dans la reconstruction avec un mec comme ça, si c'était ça ta question. Hein. Moi, ma question, c'est par rapport à ces mecs-là, est-ce qu'il peut vraiment atteindre ce niveau-là de ces gars-là? Je parle pas du tout de style de joueur, c'est 3 joueurs très la différents. grosse différence, c'est que John Wall sort d'un gros programme, Derrick Rose sort de Memphis, qui était un gros programme aussi, Kyrie Irving sort de Duke, même s'il joue 11 matchs, mais c'est un gros programme, et le 4 et l'autre, c'est tout. C'est tout. 3. Donc voilà, la grande différence, c'est que lui, il arrive un petit peu de nulle part, mais des fois, c'est pas forcément mauvais, voire au contraire, c'est plutôt arriver un petit peu dans le dur, ça donne des fois ce que d'autres n'ont pas quand ils arrivent à Lillard, par exemple. Entre autres. Mais lui qui n'était pas deuxième choix de draft aussi. Lui qui n'était pas deuxième choix de draft. Donc à voir. McCollum, Steph Curry, il y a eu pas mal de meneurs qui sont bien acclimatés en venant de mid-major. Donc franchement, ça me fait pas peur. Mais j'aimerais bien quand même, si Memphis le prend, qu'il garde Mike Conley un peu. Au moins 6 mois, 1 an. Histoire de. Ils attendent au moins février pour essayer de le structurer. Parce que Mike Conley, c'est pas vraiment le profil de jouer deuxième arrière. C'est vraiment un meneur pur pour moi. Est-ce que lui peut jouer deuxième arrière? Et surtout, on va arriver donc sur les trucs défensivement. Moi, j'ai pas l'impression que de ce que je vois, de ce que j'ai lu, qu'il puisse défendre beaucoup de positions. Quoi. Dès que tu le décales en poste, il va grailler défensivement. Quoi. Je crois qu'au poste 1 aussi, il va grailler vu qu'il a pas envie de défendre. Non, mais là, sur l'envie, mais même après, s'il a envie, il va être rattrapé par son physique. Je pense que même contre une chaise, il aurait du mal à défendre. Il est vraiment si cata que ça ou c'est dans la tête? C'est pas pareil. Il y a quand même des qualités athlétiques qui devraient lui permettre de défendre. C'est dans la tête. C'est clairement, il a les qualités, 1m91, une bonne envergure, il est super mobile. Il a les qualités pour défendre. C'est juste qu'il n'a jamais défendu encore. Et ça prend du temps à apprendre à défendre, à savoir se positionner, à savoir défendre en équipe, à faire le tiroir, off the ball et tout. Ça prend du temps. Et vu qu'il n'a jamais encore appris, faut pas s'attendre, même s'il a tous les outils, faut pas s'attendre à ce qu'il soit un défenseur. Memphis a cette culture quand même défensive depuis tout le temps. Alors certes, c'est une nouvelle page qui va se tourner.
Et puis tu dis, tu vois, je le lis dans les points faibles, il a besoin du ballon, donc j'en déduis qu'il n'est pas bon dans le jeu sans ballon. C'est un vrai meneur de jeu. À côté de Mike Conley, si tu les fais jouer ensemble, si tu sais pas jouer sans ballon à côté de Mike Conley, ça va être compliqué, quoi. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est surtout dans la structure. Après d'être aux côtés d'un meneur de jouer que Mike Conley joue les mentors. Voilà. Après, moi, pour mettre fin au débat, je pense pas que Mike Conley, à son stade de la carrière, il a envie de jouer les mentors. Bah non, mais bon, on verra si Mike Conley se barre. On imagine que s'ils le prennent, c'est évidemment pour transférer Mike Conley. Donc, sa grosse faiblesse, donc c'est la défense. On en a parlé, il est vraiment cata. On a parlé aussi du fait qu'il faille épurer son jeu, parce qu'il a quand même pas mal de déchets. Mais c'est aussi du fait qu'il est première option de fou dans son équipe. Et d'ailleurs, la défense aussi, je pense que ça fait partie de ça. C'est-à-dire que quand tu es la superstar d'un petit programme, bah, tu sais que tu t'en bats les couilles. Alors, il y a des mecs qui défendent d'eux-mêmes. Oui, on va pas leur cracher dessus. Mais il y a aussi cette mentalité à dire je suis la resta, je me la pète. Nanana, tu sais que tu as droit à 18-20 tirs par match. Bah oui. Qu'on va pas te dire grand-chose. Et que tu fais gagner des matchs en plus. Tu fais gagner des matchs dans un petit programme. C'est vrai qu'en général, tu vas rarement te mettre des pressions tout terrain, quoi. C'est clair. Ouais. Dans les faiblesses, j'ai vu un truc, son père. Oui, son père, c'est une... C'est quoi, c'est il l'a pas reconnu. Non, pardon. Oh non. Son père, ouais, c'est un peu la Verball. C'est genre qui va être cheer comme un gros débile, comme un ado en fait sur le banc dès que son fils il fait un truc. Tu sens qu'il y a un environnement familial assez bizarre. Murray State, c'est une fac qui est connue pour récupérer les cassos un peu. Hein. Je crois que l'an dernier, d'ailleurs, il y avait eu un souci sur les diplômes qu'il avait pu avoir. Enfin, comme Derrick Rose alors, un peu. Comme un Memphis. C'est clairement pas un mec qui est fait pour l'universitaire. Comme Iverson, hein. Ouais, aussi, ouais. C'est pas la première fois qu'on voit des petits cassos comme ça, très forts au basket, percés à Everson et Derrick Rose. C'est un pari aux gens qui nous regardent. Allez retrouver les notes de Derrick Rose sur le site de Memphis. Ceux qui arrivent à les trouver, bon courage. Je vous invite et vous prenez ma place pendant 6 mois à la First Team. Ils ont carrément effacé le fait que Derrick Rose soit passé par Memphis. C'est quand même complètement fou. On espère pour lui qu'il aura un autre sort. D'ailleurs, en NBA, c'est con, mais c'est une question. Ouais. Quand ils annoncent toujours la fac. C'est du joueur quand ils font la présentation. Est-ce qu'ils disent, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils disent Memphis? On devrait demander aux fans de Minnesota ou de Chicago ou de New York d'ailleurs, est-ce qu'ils annoncent encore from Memphis 6-1 point guard de mes couilles. Vu que Memphis l'a complètement rayé de... La NCAA, elle a rayé de Memphis, carrément. Donc ça serait curieux de voir. C'est une bonne question. L'avantage, c'est qu'on n'est pas là pour parler de lui. Donc ça va être une superstar. Ouais, il y a des chances. Je pense qu'il va se prendre des soufflantes. À Memphis, à un moment donné, il va commencer à pas défendre. Le coach il va faire tu dégages, tu sors, tu rentres plus du match, tu défends ou tu arrêtes de jouer, quoi. Et au bout d'un moment, il se dira il faut quand même que je m'y mette, quoi. Ils ont toujours pas de coach à Memphis, on est d'accord, hein? À l'époque, au moment où on enregistre à Memphis, ils ont viré Bickerstaff. Ouais. Donc aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, donc jour d'ouverture de la Coupe du Monde féminine, les Grizzlies n'ont pas de coach. Donc ça va être aussi intéressant de voir le coach à qui ils vont confier cette tâche-là de coacher ce mec-là. Est-ce qu'ils vont prendre un coach avec qui il va bien s'entendre? Est-ce qu'ils vont faire par rapport aux joueurs ou par rapport au coach? Moi, je vois toujours. Je me souviens à Iverson avec Larry Brown. Il s'est fait marbrer. Le discours était compliqué au début, mais il s'est rendu compte, même d'ailleurs un peu tard, de l'apport que Larry Brown a eu sur Iverson. Il s'en est rendu compte un peu tard. Maintenant, est-ce que ce mec-là, on va lui mettre un coach un peu sans épaules, sans charisme, et le laisser faire tout ce qu'il veut? Alors il va peut-être s'éclater, faire des stats, mais est-ce que ça va devenir un futur grand pour ramener les Grizzlies en playoff? Je suis pas sûr. Ou est-ce qu'ils vont lui mettre... Et des fois, le truc un peu compliqué, c'est aussi de mettre un coach trop autoritaire, trop dur, et de marbrer le talent de ces mecs-là qui jouent un petit peu à l'instinct. Le fameux Luz Fernandez sur Ronaldinho. Faut trouver un petit peu le juste milieu. Donc on va voir après s'ils ont viré Bickerstaff. J'imagine qu'ils veulent un coach avec un peu plus de charisme et d'expérience. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est absolument. Enfin, on pense qu'il va être drafté par Memphis, mais là, il vient de subir une petite opération, une arthroscopie, je crois, hein, d'ailleurs, en 3 ou 4 semaines pour nettoyer un peu son genou. Donc ça peut donner peut-être une envie de regarder ailleurs du côté des Grizzlies. Ce serait quand même une grosse surprise qu'ils ne le prennent pas, mais bon, on sait jamais. Sait-on jamais. Ouais, ils avaient annoncé au Combine aux autres équipes NBA que c'était lui et leur gars, c'était lui, donc voilà. Ce serait bizarre de changer maintenant. Ils ont essayé quand même d'avoir R.J. Barrett en interview, en entretien, et Barrett a refusé. Donc, il est à New York, lui, on a bien compris. Je pense qu'il veut aller à New York. Il est pas fou, hein, le gars. Donc il reste pas beaucoup d'options à Memphis, quoi. Ils sont un peu bloqués. Si RJ veut pas, ça sera déjà, quoi. Très bien. Après, Thomas, on peut dire que cette saison, il a mis 5 fois 30 points au plus et une fois 40.
Pas mal. donc Et plein de et des triples doubles. Ouais, donc ce fameux triple-double incroyable. Donc Tonton, il aime mettre des cartons quand même. Il a ça en lui, quoi. Et parmi les comparaisons, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai vu De'Aaron Fox. Ouais. Athlète. Ouais, mais j'ai l'impression que De'Aaron Fox est quand même plus dans la maîtrise. Alors, certes, il sort d'une année énorme en NBA, mais même sur sa première année, je trouve qu'il a plus le profil meneur pour impliquer les autres. Mais pareil, il sort de Kentucky. Non, mais certes, oui, mais tu sais ce que c'est les passes à la Westbrook. On connaît. Oui, mais bon, ça c'est un Tant peu... qu'il était meneur, Oui, peut-être, mais c'est pas mon problème. En tout cas, j'ai l'impression quand même de visu. Alors ça s'explique peut-être par le programme. Morissette, il fait ce qu'il voulait. Je pense que De'Aaron Fox à Kentucky pouvait pas faire autant de choses qu'il voulait. J'ai l'impression que De'Aaron Fox est plus un vrai meneur qui va faire jouer les autres tout en étant capable de scorer. Pour l'instant, je pense que Tonton il est un petit peu plus tourné sur lui-même. Peut-être, mais moi j'ai une autre réalité, c'est que quand il jouera avec des joueurs bien plus forts autour de lui et qu'il continuera à être ce qu'il est, c'est-à-dire un meneur de jeu qui va porter la balle, qui va dribbler, type Chris Paul à l'ancienne, type Westbrook aussi, ou Steve Nash, qui gagnent beaucoup la balle en dribble et qui vont chercher des passes décisives, il est aussi de faire une année incroyable à la passe très rapidement s'il est bien luné. Donc il y a l'entre-deux. Il est plus scoreur ou passeur, Antoine? Les deux. Les deux. Pas mal. Il sait prendre le jeu comme il va. Je pense qu'il lui met un bon poste 2-3 qui sait bien shooter et puis un 4-5 bien mobile qui est capable de trouver les cuts ou de jouer le pick and roll. Il va trouver les passes et je pense qu'il peut tourner à 12 passes par match. Un jour. C'est un gamin qui peut tourner à 24 points, 12 passes par match dans quelques années. Ouais. Ce serait ouf. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et j'ai une dernière comparaison qui m'a fait un peu marrer. Vous me dites ce que vous en pensez. Un meneur de jeu athlétique, fort sur le handle, flashy. Steve Francis. Steve Francis. Steve Francis, mais moi, tout à l'heure, j'ai failli le dire sur les comparaisons. Attention justement à pas tomber dans les... Parce qu'on sait qu'il est tombé un peu dans l'alcool. Non, mais qu'il est tombé un petit peu dans des extrêmes. Steve Francis il était très fort sur le contraire, mais du coup, son équipe qui était attendu des fois en finale de conf, voire plus haut, souvent son style de jeu l'a un peu condamné dans les grands moments. Et tu sais à qui on peut le comparer, puisqu'on va souvent voir Paris Basketball, on peut le comparer à Sylvain Francisco, pour ceux qui suivent la Pro B, le jeune meneur français. Fou, ouais. On peut le commencer à Sylvain. En plus déjà, ils se ressemblent un peu, ils ont les mêmes qualités de mec tête au cercle, super handle, donc moi ça me fait penser aussi un peu à Sylvain Francisco. On souhaiterait évidemment à Sylvain le même avenir qu'à Ja Morant, c'est-à-dire d'aller un jour en NBA. On a fait le tour sur notre ami, un dernier mot à dire. Est-ce que c'est un joueur que tu apprécies, on a tous envie de le voir, mais tu apprécies particulièrement dans cette draft? Ouais, j'aime bien ce joueur parce qu'il te fait oublier que tu es en train de scouter en fait. Tu le regardes et des fois tu es là, et tu te lèves de ton fauteuil et tu es là, waouh. Et c'est pas toujours que ça t'arrive, donc ouais, j'ai bien aimé quand même. Très bien, excuse-moi. C'est certainement un mec, c'est Ben d'envergure qui a peur que ça soit un stat guy on a bad team. Il a ce profil-là, d'aller au All-Star Game et d'être ric-rac playoff, de jamais dans une équipe qui compte. On va évidemment lui souhaiter autre chose que ça. C'est bon, dernier mot, tu voulais dire? Ouais, moi j'ai reçu un texto d'Ayana Kamura, donc il a toujours pas moyen, ce gars. Voilà, bravo Erwan, bravo. Merci à tous de nous avoir suivis. On commence, on finit, bravo. On pourrait presque croire que c'est scénarisé. Pas du tout, c'est de la pure improvisation. Je serai donc au café de Trévise. Ou aux deux ânes. Attendez, j'ai fait les deux ânes. On finit là-dessus, les gars. On se retrouve d'ici quelques jours pour parler de Sekou Doumbouya et puis ensuite de Zion Williamson. Merci à tous les deux. Et puis à très vite, les amis. Allez, ciao. Ciao.